Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici ce jeudi 23 mars au congrès de la médecine générale au CMG France. Merci d'être avec nous. Et alors, nouvelle rencontre ce matin avec Pierre Gabache, docteur Pierre Gabache. Vous êtes chef de service des bonnes pratiques à la Haute Autorité de Santé. Et le professeur Philippe Cornet, vous êtes professeur de médecine générale à La Pitié, hein, c'est ça? Oui, enfin à Sorbonne Université. Sorbonne oui. Université. Oui. On se perd un peu, à vrai dire. Oui. Pierre Gabache, on voulait tous les deux vous interroger sur les travaux que vous menez, la Haute Autorité de Santé, autour de la thyroïde. Et notamment essayer de voir comment s'installent en réalité depuis 2 ans ces travaux que vous menez, et notamment les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'approche médicale de la thyroïde. Oui. Alors l'HAS a été saisie par le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé, parce qu'il y avait quand même quelques difficultés sur la prise en charge de la thyroïde. Le problème de la thérapeutique pour l'hypothyroïdie avec la lévothyroxine, mais aussi avec des dosages hormonothyroïdiens qui étaient faits en excès et des chirurgies de la thyroïde qui étaient faites pas à bon escient. Et donc on a mis en place, on a refait tout un socle de base de recommandations de la thyroïde. On a eu un peu de retard parce que la crise Covid nous a occupés comme tout le monde, je crois, y compris comme les experts à un autre sujet. Et maintenant, grâce à ce travail que l'on fait ensemble avec les spécialistes endocrinologues et généralistes et les associations de patients, on a donc produit une recommandation socle sur l'hypo et l'hyperthyroïdie. Oui, le sujet, on ne va pas revenir sur le passé, enfin, mais encore que. Le sujet est évidemment un sujet à la fois médical, un sujet scientifique et aussi un sujet politique. Il y avait besoin d'une mise au point sur la prise en charge de la thyroïde. Je crois que certains médecins étaient un peu perdus, même des malades aussi. Et je pense que ce travail qu'on a fait ensemble, Philippe en parlant, a permis d'assainir la situation et vraiment de faire un travail collectif et consensuel sur la prise en charge des dysthyroïdies. C'est classique que ce soit le ministère de la Santé ou la Direction générale de la Santé qui vous saisisse? C'est comme ça que ça se fait? C'est en général le plus gros demandeur. C'est le ministère de la Santé, mais les caisses d'assurance maladie font nous saisir. Les sociétés savantes, le CMG nous a saisis sur un sujet comme le risque cardiovasculaire global. Donc on fait une recommandation. Et les associations de malades aussi peuvent nous saisir. Mais la HAS aussi a le pouvoir d'autosaisine, de développer elle-même des recommandations. Faisons un peu de, Pierre Gabache, faisons un peu de pédagogie, parce que je suis sûr que ce n'est pas si connu. Comment vous travaillez? Comment la Haute Autorité de Santé travaille? Donc elle se saisit d'un dossier, celui-là depuis, je crois, 2 ans à peu près. D'accord. Ouais. Donc on a une saisine. Alors que je vous explique le fonctionnement, et puis Philippe pourra parler, puisqu'il a été inclus dans le travail. Donc on fait d'abord ce qu'on appelle une note de cadrage, c'est-à-dire qu'on cale la problématique. Et donc surtout ce qui est important, c'est les questions auxquelles la recommandation doit répondre. Parce que ce n'est pas un cours de médecine, une recommandation. C'est vraiment quels sont les problèmes où il y a une controverse pour lesquels il faut qu'il y ait une réponse de la HAS. Et ensuite, on déroule donc le travail avec analyse critique de la littérature, groupe de travail, groupe de lecture. Et en fait, c'est quand même une centaine de personnes qui travaillent sur l'élaboration des recommandations. Groupe de travail, groupe de lecture, c'est pas 2 ou 3 personnes toutes seules de la HAS, comme on croit savoir parfois, que l'on entend dire, qui font ce travail. Non, c'est un travail très consensuel et on met autour de la table des scientifiques, des universitaires, mais aussi des professionnels de terrain qui nous ramènent un peu à la réalité pour nos recommandations. Et Philippe fait partie de ces personnes-là. Oui, parlez-nous un peu, Philippe Cornet. Oui. Donc effectivement, au préalable du travail du groupe de travail proprement dit, il y a toute une exploration de la littérature internationale, une préparation de documentation très importante, qui se situe en amont et conduit par les 2 chefs de projet, c'est-à-dire un chef de projet issu de la Haute Autorité de Santé qui s'adjoint à un professionnel, en général un médecin, ou peut-être un pharmacien aussi, qui assure ensuite le pilotage du groupe. Donc le travail du groupe a duré 2 ans. Il y a eu 15 réunions, dont 3 audits d'experts, avec ensuite, vers la fin de la mise en place des nouvelles recommandations, des allers et retours avec des groupes de lecture, de relecture. C'est pour ça que Pierre Gabache disait qu'il y a plus d'une centaine de professionnels qui sont sollicités pour pouvoir affiner au mieux le document. Notre groupe de travail avait à peu près entre 15 et 20 personnes, dont les associations de patients, c'est très important. Et de plus en plus, même maintenant, c'est incontournable à la Haute Autorité de Santé, sont inclus les associations de patients.
Et le recueil de leurs témoignages, mais aussi de leurs contributions réflexives, est absolument indispensable et très enrichissante sur le plan ensuite des recommandations que nous faisons. Et le travail se fait donc sur la littérature et sur notre grille ensuite du niveau de qualité de la recommandation. Est-ce que ça s'appuie sur un consensus d'experts? Est-ce que ça s'appuie sur des études randomisées, etc. Ce qui nous permet d'apprécier aussi la littérature qui est mise à notre disposition pour voir la solidité ensuite de nos propositions. J'imagine que sur un sujet comme ça, l'un ou l'autre, la littérature est très abondante, internationale, non ? Oui, la littérature est abondante, mais avec le groupe de travail, on fait ce qu'on appelle une équation de recherche. Donc on se met d'accord sur ce qu'on va chercher, puisque la littérature est faite en fonction des questions qu'on se pose. On ne fait pas toute l'hypo ou toute l'hyperthyroïdie. On a une question, c'est comment on diagnostique quel dosage hormonal. On fait la littérature sur le dosage hormonal. Voilà. Et après, donc, une sélection de la littérature. Philippe peut l'expliquer aussi bien mieux que moi, où on classe la littérature par niveau de preuve. Et tout ce qui est le niveau de preuve inférieur, on ne la retient pas, là, cette littérature. Hein. Donc nous, on est vraiment, il y a une garantie, je pense, la chaise de qualité de l'information au niveau scientifique et aussi, un sujet déontologique aussi, on n'en a pas parlé, mais la chaise aussi, c'est éviter les conflits d'intérêts. C'est ça aussi. Oui. Et on peut considérer aujourd'hui que sur un sujet comme celui-là et sur quelques autres, il y a vraiment un consensus international, c'est-à-dire que tout ça rapproche en fait les bonnes pratiques dans tous les pays comparables, j'imagine. Alors, oui, d'un point de vue général, d'un noyau global, oui, mais ensuite, il y a les contextes, des systèmes de soins, des habitudes. En matière d'hyperthyroïdie, par exemple, les États-Unis, les traitements sont un peu différents. Alors, non pas que les préférences entre les trois traitements peuvent être différents en fonction des habitudes des écoles. Puisque dans l'hyperthyroïdie, vous avez trois types de traitements. Les médicaments, la chirurgie et l'iode radioactif. Hein. Donc, vous avez des pays où ils vont préférentiellement choisir la chirurgie en première intention, alors qu'en France, dans l'hyperthyroïdie, dans le BASDO, on a plutôt tendance à proposer les médicaments. C'est une habitude. Voilà, donc ensuite on adapte. Moi je croyais très très naïvement, mais vous allez me confirmer ou infirmer, que l'on avait peut-être une pratique de la chirurgie trop importante en France. C'est ce que les journalistes comme moi pensent en général. C'est ce qu'indique Philippe, c'est qu'il y avait des études qui ont démontré qu'il y avait beaucoup de chirurgie sans ponction de kyste en France. Et là, le travail qu'ils ont fait dans le groupe de travail, c'est que dans le BASDO, on a mis la chirurgie en troisième intention, hein, c'est ça, sauf bien sûr en première intention, s'il y a des signes compressifs, là bien sûr, il faut opérer en premier, c'est clair. Mais c'est pas tout à fait la pratique actuelle. Hein. Je me parle sous le contrôle de Philippe, moi je ne suis pas un professionnel de terrain, mais c'est plutôt la chirurgie avant l'iodothérapie, hein, voilà. Alors que la reco, vraiment, on met la chirurgie en troisième intention, alors qu'en France, on opère plus actuellement. Hein. Donc je pense que la recommandation va changer des pratiques en France. On est sûr que la recommandation, Pierre Gabache, et vous, Philippe Cornet, une recommandation de la Haute Autorité de Santé change les pratiques, et si oui, en combien de temps ? Alors ça, c'est une bonne question. On est certain que ça va modifier les pratiques, mais il faut un certain temps pour changer les pratiques. D'abord, que le travail qu'on fait actuellement ici, ça permet aussi dans les congrès, tout ça. Mais après, là, on va porter le message à l'extérieur. On compte surtout sur nos partenaires, hein, comme le Collège de la médecine générale, la Société française d'endocrinologie, les associations de patients, parce que je pense que les usagers, les patients, sont un levier pour faire changer la pratique des professionnels. Et ensuite, il y a d'autres partenaires, l'État, le ministère qui nous a demandé de faire cette recommandation, donc on compte sur lui pour porter le message, et aussi un autre partenaire qui s'appelle la Caisse nationale d'assurance maladie, qui je pense était assez intéressé par ces recommandations, et je pense que par les visites déléguées d'assurance maladie, ça pourrait être un message qui sera porté par les caisses d'assurance maladie. Je voudrais vous interroger presque pour terminer, si vous le voulez bien. Il y a, me semble-t-il, sur le sujet, une évolution, c'est les dosages en cascade, les prescriptions en cascade. Qu'est-ce qu'on peut en dire là? Ça, c'est une vraie évolution. Oui, absolument. Enfin, je dirais c'est la médecine élégante. Quand on parle de BM, de temps en temps, je dis elegance-based medicine. C'est-à-dire la proposition qui est avancée là, qui est de dire vous suspectez une dysthyroïdie,
Le premier élément pour affirmer cette dysthyroïdie, c'est un dosage de la TSH. Mais vous pouvez, sur votre ordonnance, dire si TSH anormal, alors dosez la T4. Si T4 anormal, en fonction des orientations, doser les anticorps anti-TPO ou doser les anticorps anti-récepteurs de la TSH. Et donc, le biologiste, avec l'information dont il dispose, va pouvoir faire en cascade, sans obliger les patients à retourner au laboratoire pour faire la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Ça peut se faire dans la foulée. Et comme ça évite des déplacements, ça évite des coûts de prélèvement aussi, puisque c'est facturé, et avec un résultat assez cohérent. Ce que je voulais juste ajouter à votre question, est-ce qu'il y a une pertinence et est-ce qu'il y a une adoption des recommandations? Il y a deux choses. Il y a l'esprit des recommandations, et l'esprit des recommandations, c'est de se mettre à disposition des professionnels de terrain. L'esprit du groupe de travail, c'est comment permettre à nos collègues une pratique bien maîtrisée, en disant on a essayé dans ce document de les aider au mieux à la lisibilité et à l'aide dans leurs décisions. Donc l'esprit des recommandations, c'est aussi ça. C'est une démarche d'aide, c'est pas une démarche d'autorité. Même si c'est la haute autorité de santé, c'est une autorité morale, c'est pas une autorité comme ça. Et la deuxième chose, c'est que les changements de comportement sont longs, nous le savons, quel que soit le comportement humain. Et donc, c'est un effet de pénétration progressive dans le tissu des professionnels, avec des éléments comme ça d'intervention, à la fois en haut, les biologistes, etc., des interactions professionnelles. Voilà, je m'arrête. Oui, encore que, je terminerai peut-être par là, encore que s'il y a une vraie evidence-based medicine, il est normal de penser que les recommandations soient appliquées rapidement et de manière vraiment, alors, non pas autoritaire, mais en tout cas, il faut faire les choses précisément pas, puisqu'il n'y aurait pas eu de saisine, puisque le fait de doser la TSH, au moins pour affirmer une dysthyroïdie, c'est quand même affirmé depuis très longtemps, et pour autant, 30% de patients traités par lévothyroxine n'ont jamais eu de dosage de la TSH. Et pourtant, c'était quelque chose qui était déjà bien connu et fondé. Bon. Donc, les comportements de prescription peuvent être déconnectés des notions de l'EBM. Alors, l'HS a créé une commission impact des recommandations et on va publier là, le résultat de cette commission, puisque l'HS se préoccupe vraiment sur l'impact de ces recommandations, et on met en place une mission impact des recommandations qui va travailler et qui va nous aider aussi à développer, élaborer et ensuite porter ces recommandations. Sur toutes les pathologies. Toutes les pathologies, oui. Il n'y a pas de pathologie particulière. Hein. Par contre, il faudra sélectionner les dossiers parce qu'on ne pourra pas tout faire non plus. Le champ est vaste. Hein, donc, mais ce qu'il y a aussi, tout ça, c'est relié à la formation initiale, la formation continue, on va pas lancer le débat sur le DPC, la certification périodique des professionnels qui doit se mettre en place. Il y a tous ces vecteurs aussi qui doivent se mettre en place et on sait qu'en France c'est un peu difficile actuellement. Et évidemment l'enseignement dans les facultés. Et l'enseignement des facultés, ça sert notamment pour nos recommandations, pour le 2-3, alors ça ne s'appelle plus les épreuves classantes nationales maintenant, c'est les EDM, hein, mais ça sert aussi, donc nos supports doivent être intégrés dans la formation initiale des professionnels. Ouais. Merci, donc on voit qu'il y a des marges d'amélioration, c'est encourageant. Merci à vous deux de nous être retrouvés sur le plateau télé du CMGF 2023. Bon Merci congrès. à vous.